Aujourd'hui, j'ai informé le Premier ministre que je mets fin à notre entente. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop proches des ultra-riches pour se battre pour les gens. Ils ne peuvent plus le changement. Ils ne peuvent pas redonner l'espoir. L'annonce formelle de la fin de l'entente entre le NPD et les libéraux, c'est une vidéo diffusée par Jagmeet Singh sur les médias sociaux. Le premier ministre a été averti une dizaine de minutes avant. Certains médias l'ont su bien avant ça. La fin d'une période de stabilité pour le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs qui sont de retour pour cette 20e saison. Alec Estonguay est animateur de Midi Info et de l'Agenda maintenant, à Ici Première et Ici RDI. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Sauger est analyste politique à Radio-Canada et La Presse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Chantal. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça nous amène où, ça, maintenant? Là? Non, cette semaine, on a spéculé. Est-ce qu'il va y avoir des élections cet automne? Où est-ce que ça nous amène, la fin de cette entente-là? Pour l'instant, à peu près au même endroit où on était au début de la semaine, dans le sens où M. Singh a annoncé qu'il mettait fin à son partenariat avec les libéraux. Mais malgré tout ce qu'il a dit dans sa bande vidéo, il n'a jamais dit qu'il avait perdu confiance dans le gouvernement. Donc, il se garde le droit de voter ou non sur des votes de confiance pour ou contre le gouvernement. D'abord, pas tout ce qui se passe à la Chambre des communes est un vote de confiance. Ça se passe une fois de temps en temps. Ensuite, M. Singh n'a jamais eu la balance du pouvoir. Le Bloc québécois la partage avec lui. Donc, il faut que les deux s'entendre avec les conservateurs pour faire tomber le gouvernement. Et puis, troisièmement, quelque part, M. Singh n'a pas vraiment les moyens de faire tomber le gouvernement entre maintenant et la fin octobre au minimum, parce que ses troupes dans deux provinces clés, Saskatchewan et Colombie-Britannique, sont engagées dans des campagnes provinciales. Finalement, tout ça pour dire que si M. Singh avait voulu faire ça le matin d'un vote de confiance au mois de novembre, il aurait pu. Il n'y avait absolument pas besoin de le faire cette semaine. On est dans le positionnement. Pourquoi? Parce que les néo-démocrates vont mal dans les intentions de vote, qui veulent prendre leur distance des libéraux. Écoutez, même dans les provinces où les élections s'en viennent, Colombie-Britannique, Saskatchewan, les néo-démocrates provinciaux se font dire à la porte « Non, 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 vous êtes associés à Justin Trudeau ». Et ça a été un argument dans la campagne au Manitoba, que le NPD Manitoba a gagné. Donc, le caucus disait à M. Singh, il faut que ça finisse. Là. On est en train de mourir par association. Bon, Alex, ceci dit, on l'a entendu un peu plus tôt, M. Singh, en entrevue. Il est très prudent. Il ne veut pas dire s'il va voter pour maintenir le gouvernement à flot s'il y avait une motion de censure qui était déposée. Puis les conservateurs ont déjà annoncé qu'ils allaient en déposer une rapidement. Dans quelle position ça le place s'il met un terme à l'entente? Puis là, tout d'un coup, il est obligé d'appuyer quand même le gouvernement. C'est ce qui va arriver, je vous l'annonce, là. Il va appuyer ce gouvernement-là, certainement à quelques reprises, parce que Chantal vient bien d'expliquer à quel point ses alliés dans les provinces ont besoin que le Parlement fédéral vive encore un peu. Aussi parce que les appétits pour une élection fédérale sont relativement basses. Mais moi, ce que je trouve compliqué pour le NPD, c'est que sur le plan tactique, tout le monde comprend que ça devenait inconfortable d'être associé aux libéraux et que tôt ou tard, cette entente-là allait prendre fin. Vaut mieux tôt que tard parce que ça laisse du temps aux électeurs pour séparer les deux avant les prochaines élections qui auront probablement lieu au printemps. Mais ça prend quand même sur le fond des arguments. Et je trouve qu'on a mal expliqué au NPD pourquoi pourquoi maintenant c'était essentiel de se distancier des libéraux. La cassette de l'ultra-riche, là, quand on regarde... Non, mais quand on regarde le bilan libéral, okay. On a augmenté les impôts des plus riches, on a imposé le gain en capital, on a mis une taxe de luxe sur les objets chers, les voitures, les bateaux de plus de 100 000 $. C'est quand même pas le gouvernement le plus à droite et cupide, comme le dit le NPD, qu'on n'a jamais vu. On a augmenté les dépenses dans les programmes sociaux de manière extrêmement importante, à la demande du NPD parfois. Là, c'est comme si tout à coup, plus rien n'avait existé. Là. Tout ce qui s'était passé depuis 2 ans et demi là, vole en éclats. Ça fait un petit peu bizarre, désordonné, difficile à croire. Alors, d'un point de vue vente, après-vente, je n'ai pas trouvé que chez la NPD, on s'en était bien sorti cette semaine. Michel, est-ce qu'il a le temps, M. Singh, de se refaire une virginité politique, faute de meilleurs termes, là, de s'éloigner des libéraux suffisamment pour faire oublier qu'il a signé cette entente-là avec eux pendant une bonne partie du mandat? En théorie, oui, mais en pratique, non. Parce que s'il veut faire ça, il va falloir qu'il fasse tomber le gouvernement.
Alors ça, c'est un peu compliqué et c'est précipiter les gens dans une élection. Et comme Chantal le disait, une élection que assez peu de gens veulent à ce moment-ci. Alors, la nouvelle virginité de M. Singh, je suis pas sûr qu'on va la trouver. Le problème qu'il a essentiellement, c'est d'une part, mes deux collègues l'ont dit, il a tellement mal expliqué la situation que personne ne peut le comprendre. Puis d'autre part, le fait qu'il rompe l'entente parce que son association avec M. Trudeau est toxique, les gens vont s'en souvenir encore dans 6 mois ou dans 1 an si on vote à ce moment-là. Ça, c'est le vrai problème qu'il a entre les mains. Oui, Chantal. Et d'autre part, bon, deux choses. D'abord, même Jack Layton, quand il avait fait la même chose, qui avait rejoint Gilles Duceppe et Stephen Harper pour faire tomber Paul Martin, s'était trouvé une raison. Il avait fait une demande qui avait été refusée, qu'il voulait pouvoir refuser. Oui, bon, ça va. Mais au moins, il pouvait dire je fais ça parce que le gouvernement de Paul Martin ne veut pas faire telle chose. Mais là, on n'en est pas là. Et d'autre part, j'écoutais M. Singh. J'avoue, avec un petit malaise cette semaine, aussi bien dans sa vidéo que dans son point de presse, parce qu'à la fin, aux dernières élections fédérales, les Canadiens n'ont pas voté pour son ordre du jour puis pour son programme. Et là, il est sur une tribune à dire « Les libéraux n'exécutent pas mon programme, donc ce sont des bons à rien. » Oui, mais la majorité des électeurs, ils sont comme 1, 2, 3, 4 à la Chambre des communes. La majorité des électeurs ont dit non, on ne veut pas vous avoir au gouvernement. Alors, cela dit, M. Singh, lui, a haussé la barre de ce à quoi on doit s'attendre, puisqu'il a annoncé au Canada que seul lui peut arrêter Pierre Poilievre. Ça tombe bien, il y a 2 élections complémentaires le 16 septembre, une au Manitoba, siège néo-démocrate, une à Montréal. Si M. Singh a raison de penser ça, il faut qu'il gagne les 2. Bon. Michel, je reviens avec vous. Effectivement, il y a les 2 partiels. Ça, c'est le premier test. Mais j'aimerais vous entendre sur ce que ça veut dire pour les libéraux. On parle beaucoup de M. Singh. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour M. Trudeau, là, parce qu'il gérait son gouvernement comme un gouvernement majoritaire, là, et c'est pas mal plus instable tout d'un coup. Là. C'est plus instable. Il n'est peut-être pas dans la course au Manitoba, mais il est certainement dans la salle Aymar-Verdun. Mais même s'il devait gagner cette partielle-là, ça serait par la peau des dents. C'est pas évident. Moi, c'est le comté où j'habite. Et puis, je peux vous dire, s'il y avait une ligne dans le bulletin de vote qui dit je ne vote ni pour Poilievre ni pour Trudeau, c'est ce candidat-là qui gagnerait. Malheureusement, les bulletins de vote ne sont pas faits comme ça. Alors donc, ça n'existera pas. Beaucoup de gens cherchent quel est le vote utile là-dedans, puis ils ne le trouvent pas nécessairement, mais ça ne devrait pas donner une grande victoire aux libéraux, même s'ils finissent par garder le siège. Alec, la semaine de M. Trudeau, parce que là, il y a eu l'entente, il y a eu son directeur national de parti qui a décidé de partir pour des raisons personnelles. C'est souvent pour des raisons personnelles, mais c'est quand même... On est pas mal près d'une élection pour un départ comme ça. Qu'est-ce qu'on y comprend ou qu'est-ce que ça représente comme défi? Je ne sais pas d'ailleurs si on n'est pas plus inquiet chez les troupes libérales de voir le directeur national de campagne, Jeremy Brothers, partir en disant « Je n'ai pas ni l'énergie ni la conviction que vous pouvez gagner une élection ». Ça, c'est dur pour le moral. Bon, oui, l'inquiétude, l'instabilité du Parlement, on a déjà vécu ça à Ottawa dans les dernières années. Il y a eu quand même plusieurs gouvernements minoritaires. Je pense qu'ils vont être capables de naviguer à travers tout ça. Le livre là, existe là, pour être capable de repousser les journées d'opposition le plus tard possible à l'automne, faire une mise à jour économique avec pas de nouvelles mesures budgétaires, donc pas de vote de confiance. Ça, je pense que là-dessus, ils sont assez confiants. Mais là, quand ton directeur de campagne part, alors que les élections peuvent arriver assez rapidement et qu'il se dit « Moi, je ne suis même pas capable de vous amener à un nouveau mandat, M. Trudeau », on doit se dire « Wow, ça, c'est un allié de Trudeau là, qui est là depuis le début, depuis 2015, un de ses fidèles qui quitte en disant « Je pense pas que vous pouvez gagner ». Ça, c'est dur pour le moral. Oui. Chantal, vous avez réagi. Encore pire, ça fait 1 mois, d'après tout ce qu'on comprend, que M. Trudeau a été prévenu par M. Broadhurst qu'il allait remettre son tablier. Normalement, pour gérer ce genre d'annonce-là, on la gère en annonçant qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Et il n'y en a pas eu de ce genre d'annonce-là. On nage dans le flou total. Alors, ça veut dire que M. Trudeau, la semaine prochaine, va rencontrer son caucus avec une défaite au centre-ville de Toronto, une élection beaucoup trop serrée au centre-ville de Montréal. La plupart des députés ont des sièges qui sont moins sûrs que la salle Aymar l'a été dans le passé pour les libéraux. Et pas de directeur de campagne.
Et un lieutenant québécois qui fait Hamlet depuis 2 semaines et dont tout le monde a compris que c'est parce qu'il attend le lendemain de la partielle, parce que là, on est en train de dire aux candidats ou aux gens qui votent libéral dans la salle des morts Verdun, venez-vous-en sur le Titanic pendant que les autres prennent les bateaux de sauvetage pour s'en aller sur le rafio du Parti libéral du Québec. Bon. Alors, comme portrait, là, c'est pas particulièrement séduisant. Ouais, quand vous le dites comme ça, c'est vrai que c'est pas très encourageant, effectivement. On va faire un saut du côté de Québec. On va entendre M. Legault et quelques réactions suite au départ de Pierre Fitzgibbon cette semaine, puis ensuite, je reviens avec vous, Michel. À partir du moment où il me dit j'aimerais quitter en décembre, je pensais que par transparence, d'abord, il fallait le dire. Puis ça devient difficile du côté de la légitimité quand on annonce qu'on s'en va éventuellement. Il y avait un pilote dans l'avion qu'on critiquait, mais il y avait toujours bien quelqu'un qui avait les deux mains sur le gouvernail. Nous, on pense que ça commence à ressembler à un gouvernement en fin de régime. Michel, qu'est-ce que vous comprenez de ce départ-là, puis quel impact ça a sur le gouvernement de M. Legault, ça? D'abord, c'est un ministre important. Il était ministre de l'Économie et de l'Énergie. C'est 2 ministères, ça. Il s'était donné ces 2 missions-là, décarboner le Québec, etc. C'était l'une des signatures du gouvernement Legault. Alors là, malgré qu'on l'a remplacé par quelqu'un qui semble très compétent, ces signatures-là ne sont plus là. Il va falloir que Mme Fréchette les refasse maintenant. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est celui que disait M. Plamondon. On est en deuxième partie du 2e mandat. S'il devait y avoir d'autres départs, ça fait fin de régime, ça fait ce gouvernement-là n'a plus beaucoup de souffle. Et c'est ça qui est le plus dommageable actuellement pour M. Legault, c'est qu'on regarde un gouvernement qui, malgré le fait que, encore une fois, c'est quelqu'un de très bien qui prend la place de M. Fitzgibbon, c'est un gouvernement qui est fatigué, ça paraît. Alec et Chantal là-dessus. Alec, d'abord. Moi, je suis pas persuadé que c'est une mauvaise chose pour François Legault, le départ de Pierre Fitzgibbon. Je pense que dans le milieu des affaires, il était très apprécié. Je pense que dans la communauté journalistique, jusqu'à un certain point aussi, parce qu'il nous donnait de savoureuses citations et il aimait bien être en porte-à-faux avec son premier ministre de temps en temps et son caucus en général. Mais je ne suis pas certain que dans la population, il était si aimé que ça, Pierre Fitzgibbon. D'abord, c'est pas un très bon vulgarisateur, alors qu'on est dans une période très compliquée pour la transition énergétique, transition écologique. Ça prend quelqu'un qui explique bien là où on s'en va. Lui, il prenait souvent pour acquis que tout le monde comprenait exactement ce qu'il voulait faire, ce qui n'était pas le cas. Il a été quand même amoché dans tous les dossiers de Nordvolt, de certaines autres décisions. Il avait l'air un peu carré. Puis il vous l'a dit lui-même. Hein? Il dit, moi, j'avais pas beaucoup de doigté. J'ai fait beaucoup d'omelettes. Ça a brassé pas mal. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un change la recette. Il le sait. C'était pas quelqu'un qui venait avec beaucoup de fini. Est-ce que donc une meilleure vulgarisatrice qui a un style complètement différent de Pierre Fitzgibbon pourrait aider le gouvernement? Moi, je pense que oui. À court terme, c'est un gros morceau qui part. Je trouve ça un peu ironique, d'ailleurs, d'entendre les partis d'opposition dire que c'est une catastrophe alors qu'on voulait sa tête au printemps dernier. On demandait sa démission. Et là, soudainement, ce serait vraiment grave qu'il parte. Ça, c'est une autre question. Mais on a quand même là une opportunité pour François Legault de peut-être remettre les pendules à zéro dans le cas de la transition énergétique. Si on l'utilise bien, Christine Fréchette, ça pourrait être payant pour eux, je pense. Non, Chantal, là-dessus. Oui, ça se peut que les oppositions s'ennuient de M. Fitzgibbon à un moment donné. J'avoue que j'ai trouvé que les formules de remplacement dans les 2 cas avaient tendance plutôt à démontrer, n'en déplaise aux partis d'opposition, qu'il y avait encore de la profondeur sur les banquettes de la coalition Avenir Québec. Je ne suis pas en désaccord avec l'idée qu'on est devant une fin de règne, mais je me demande si c'est la fin du règne du gouvernement de la CAQ ou la fin de règne de François Legault dont on parle. Parce que ce que moi j'ai vu cette semaine, c'est une équipe ministérielle dans laquelle il y avait des gens assez forts pour assurer une succession au-delà du départ de celui qui a fondé le parti. Et à la fin, à terme, c'est une bonne nouvelle pour la CAQ, sinon pour le premier ministre. On va surveiller ce que ça va vouloir dire. Il va y avoir des mouvements encore du côté de Québec au cours des prochains mois. Je veux, Michel, vous garder 45 secondes pour voir le débat aux États-Unis. Ça, c'est un de vos dadas. Vous suivez la politique américaine. Qu'est-ce qu'on surveille mardi dans ce débat Harris-Trump? On surveille Donald Trump et on surveille s'il est capable d'être concentré et de donner les lignes qu'il a préparées, de parler de ce dont il veut parler au lieu d'être
partout et tout le temps dans des attaques personnelles, souvent dans des anecdotes qui n'ont pas de rapport. Et le problème depuis le début de cette campagne de M. Trump, c'est qu'en bon français, il n'est pas focusé. C'est quelqu'un qui ne reste pas sur son message. En même temps, ne l'oublions pas, c'est à peu près 50-50 dans les intentions de vote. Donc, c'est un débat qui peut être déterminant d'un côté comme de l'autre. Mme Harris, de son côté, elle n'a jamais fait de débat comme ça. Elle en a fait dans des courses à l'investiture démocrate, mais c'est pas pareil. On verra comment elle se comporte. La marche est haute et c'est très important. De part et d'autre, Alex, Chantal, Michel, merci d'être là pour notre 20e saison. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye.